Bonjour, je me présente, Kylian Thomas. Je suis interne de médecine générale à Angers et trésorier de l'association de moyens de l'ISNAR-IMG. Oui, le trésorier s'occupe de la cotation des actes. Je n'ai d'autre lien d'intérêt que mon poste au bureau national et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous présente de suite mes excuses pour ce titre plutôt racoleur. Nous n'allons pas vous annoncer une augmentation de la consultation de base. L'objectif de cette boîte à outils est de vous aider à valoriser au mieux votre future activité. Pour cela, nous avons comme intervenante Dr Margot Bayard, médecin généraliste dans le Tarn et membre de MG France, le syndicat majoritaire chez les médecins généralistes. Ce syndicat participe aux négociations conventionnelles. Dr Bayard vous présentera les différents actes les plus courants en médecine générale, puis elle fera un point sur l'avenant 9 qui a été discuté récemment. Enfin, elle fera un dernier point sur les prochaines négociations conventionnelles avec la sécurité sociale. Celle-ci, par l'intermédiaire de ses branches locales, est une interlocutrice privilégiée dans notre future pratique. C'est pour cela que nous recevons Madame Karine Mata de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tours, qui démystifiera notre crainte à tous, l'erreur de cotation, que se passe-t-il? Enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Je laisse la parole au docteur Margot Bayard. Bonne boîte à outils à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous êtes en forme parce que je vais vous faire un petit listing de la façon de valoriser vos actes. Alors pour introduire ce sujet, je pense que alors une précision simplement, je suis vice-présidente du syndicat MG France depuis un certain nombre d'années. C'est mon poste au niveau du syndicat. Je pense que la médecine générale souffre de son invisibilité. Nous pensons que cette invisibilité est en partie en lien avec une absence de cotation en rapport avec la diversité des actes que nous réalisons. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la façon dont vous pouvez valoriser les actes, mais aussi rendre visible ce que vous faites. Tout d'abord, souvent, mes confrères ont un petit peu peur en se disant, dès lors qu'on sort du 25, on est à 30, on est à 40, on est à 50 €, oh là là, mon Dieu, c'est cher pour le patient, etc. Alors moi, j'ai voulu mettre en perspective un petit peu ce que coûte la médecine générale au sein de l'ensemble des dépenses du système de santé. Donc là, vous avez les dépenses de santé, c'est la consommation de soins et de biens médicaux qui représente, donc pour les comptes 2020, 209 milliards d'euros. Sur ces 209 milliards d'euros, vous avez pour les soins hospitaliers 100 milliards d'euros, la moitié quasiment. Je vous renvoie, pour ceux qui le connaissent, au carré de White, sur les 1000 patients qui sont exposés à un problème, 750, et finalement il y en a un en CHU et 20 en hôpital. Voilà, juste petit aparté. Il y en a 57 milliards d'euros pour les soins de ville. Et parmi ces 57 milliards d'euros, vous avez 9,5 milliards d'euros pour la médecine générale. Vous avez 11 milliards d'euros pour les autres spécialités et vous avez quasiment 11 milliards d'euros pour les soins infirmiers qui ont explosé depuis ces dernières années. C'est extrêmement intéressant de s'intéresser à cela. Donc vous voyez que la médecine générale qui prend en charge, on va dire 80-90% de problèmes de santé, et les moins coûteux, qui fait 1 million de consultations par jour, ne pèse pas lourd dans ce panier. Vous avez ensuite les médicaments, donc là qui sont en baisse, 30 milliards d'euros, mais quand même,
Vous avez aussi ensuite donc les laboratoires qui ont explosé aussi, vous comprenez bien avec la crise Covid. Les autres biens médicaux, c'est-à-dire tout ce qui est prothèses, orthèses, etc. Et vous avez les transports sanitaires et on comprend pourquoi la Caisse d'assurance maladie fait un focus particulier dessus. Ça représente quand même 4,5 milliards d'euros, ce qui est énorme. Je voulais juste faire ce focus-là. Je voulais aussi vous donner cette information, c'est-à-dire que le bénéfice non commercial, c'est comme ça qu'on appelle le bénéfice du médecin généraliste, est en moyenne de 74 000 euros. Ce sont les chiffres de la CARMF pour les 2020. Et savoir que notre rémunération provient de deux modalités de rémunération. Vous avez des actes qui représentent 85% de notre rémunération et vous avez ensuite des forfaits où on est à peu près à 15%. Parmi ces forfaits, on le verra tout à l'heure, je détaillerai un petit peu, vous avez les forfaits patients médecins traitants, le forfait structure et la ROSP, rémunération sur objectif de santé publique. Parmi les actes, vous avez deux types de rémunération, enfin deux types d'actes. Vous avez des actes cliniques que vous retrouverez dans la nomenclature générale des actes professionnels et vous avez des actes techniques, donc dans le cadre de la classification CCAM, classification commune des actes médicaux. Il faut savoir que les autres spécialités, et aujourd'hui dans la rémunération des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, plus on fait d'actes techniques et en général, plus on augmente sa rémunération. Les spécialités techniques aujourd'hui ont des BNC qui sont très importants versus les spécialités cliniques. Dans les forfaits, je vous ai fait ce petit focus aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose qui peut être valorisé, mais ça me semblait important que vous compreniez l'architecture de la rémunération du médecin généraliste. Vous avez le forfait patient médecin traitant, donc qui est indexé sur le nombre de patients que vous avez et aussi les différents patients que vous avez. Quand vous avez des patients, par exemple, de plus de 80 ans qui sont en ALD, vous touchez un forfait de 70 € par an et par patient. Donc c'est un forfait qui en fait est censé reconnaître le travail de coordination, les dossiers à pas, voilà, la lourdeur, on va dire la charge administrative autour d'un patient. S'il a 80 ans et qui plus est en ALD, c'est quand même un peu plus lourd qu'un patient qui n'est pas en ALD, où là vous touchez 42 €, qu'un patient qui a moins de 80 ans qui est en ALD, donc là ce sera 42 €. Voilà, ne retenez pas les chiffres, c'est juste pour que vous ayez une idée. Et tous les patients donc, qui ne sont pas en ALD avant 80 ans, c'est 5 € pour le forfait patient médecin traitant. Les enfants, donc ça a été une négociation que nous avons menée, nous, dans le cadre de notre activité syndicale, c'est ce que l'on fait, on pousse pour obtenir des choses et nous avons obtenu un forfait pour les enfants, donc de 6 € pour les enfants de 0 à 6 ans et 5 € au-delà de 6 ans jusqu'à 16 ans. Il y a ensuite donc la rémunération sur objectif de santé publique qui a été introduite il y a quelques années, donc c'est en fait dans le cadre d'une efficience et dans le cadre de tout ce qui reconnaître toute la mission, on va dire, de santé publique, les dépistages, les repérages, mais aussi dans la question de l'efficience, il y a la prescription des génériques, voilà, tout le domaine de voilà, des délivrances des hémocultes, réalisation des frottis, réalisation des courbes d'IMC pour les enfants. Voilà, donc ça il y a des indicateurs qui sont revisités chaque année avec le Collège de la médecine générale. Et donc, dans ce cadre-là, ça représente une rémunération moyenne de 5 091 € par médecin. Et depuis la dernière convention de 2016, on a introduit des indicateurs donc dans le cadre de la ROSP enfant, qui est en moyenne de 221 € pour le moment. Voilà, ça c'était un petit focus sur les forfaits, ça me semblait important. Le forfait structure, enfin, qui lui est structuré en 3 volets, je ne vais pas vous les détailler. Forfait structure, comme son nom l'indique, c'est un forfait qui va valoriser donc, le logiciel d'aide à la prescription, tous les outils numériques, mais aussi le fait d'être maître de stage, le fait de travailler en exercice coordonné dans le volet 2, par exemple, et ensuite en volet 3 qui a été ouvert dans le cadre d'un avenant, c'est la fonction, comment dire, le financement de l'assistant médical. Voilà.
La CCAM, alors juste, je vous ai mis ça, ça n'a aucun intérêt, c'est simplement dire que il y a des fois, il faut savoir parler un peu qu'est-soi, parce que nous, on parle avec des termes médicaux, donc c'est vrai qu'on n'est pas toujours audible, mais la caisse, elle parle avec un langage un peu particulier. Vous allez voir des sigles de tout genre. Mais si ça vous intéresse, sachez que les 2 premières lettres des codes CCAM, qui sont toujours du style ALQP, JZAK, etc. Donc les 2 premières lettres, c'est la topographie. La troisième, c'est l'action, l'accès technique, le compteur. Je ne sais même pas vous dire. Important à savoir, c'est qu'il y a des modificateurs, et c'est ça qui change quand même la donne, notamment le modificateur M, donc dans le cadre des actes d'urgence au cabinet, et des autres modificateurs FPS en fonction de quand vous réalisez un acte technique en jour férié, en soirée ou en garde. Pourquoi parler de nomenclature? Je vous l'ai dit en introduction, c'est valoriser et faire reconnaître la diversité de ce que nous pratiquons. Aujourd'hui, la médecine générale est trop souvent considérée comme une médecine bobologue. Voilà, on fait de la bobologie, on soigne des petites choses. Non, on soigne pas des petites choses, on fait des actes techniques aussi, on soigne des complexités. Et donc, c'est vraiment faire reconnaître ça. Et effectivement, plus on cotera et plus on fera reconnaître la diversité de notre pratique. C'est aussi respecter le temps consacré. On le verra tout à l'heure dans le cadre d'un accueil d'un patient déprimé. On passe du temps, puisque on discute avec ce patient, on l'écoute, on l'entend, faire reconnaître nos compétences et la question de l'invisibilité dont je vous ai parlé en introduction. Finalement, c'est respecter notre spécialité, c'est respecter notre exercice, parce qu'on est quand même assez mécontent quand on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis finalement, on se retrouve avec une consultation à 25 €. Il y a une forme forme d'injustice qui est ressentie, une forme de colère intérieure. Enfin, moi, il y a des fois, je me dis, purée, tout ça pour ça. Et tout ne se résume pas à 25 €. Donc, si vous voulez valoriser vos actes, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que je vous propose, je vous transmets mon expérience. Je me dis, finalement, comment puis-je valoriser mon acte? Quand je m'en vais en visite, puisque je fais des visites à domicile, je me dis, bon, ce patient-là, il est pathologie neurodégénérative, celui-là, il sort d'hôpital, celui-ci, cela. Donc, il faut le penser avant, parce que quand on est pris dans le flot de la consultation, on n'y pense pas toujours. Donc, se poser un temps, ou après, possible, mais en tout cas, toujours avoir en tête, est-ce que je peux valoriser mon acte et comment? Les rémunérations, vous verrez, on va le voir au fur et à mesure, vous avez des rémunérations qui s'échelonnent de 25 à 70 € quand même. Donc 25 €, c'est la consultation de référence, mais tout ne se résume pas à 25 €. Vous avez des consultations majorées dans le cadre des enfants et dans le cadre de consultations de coordination. La question de l'urgence qui a été aussi reconnue. Dans la dernière convention qui a été signée en 2016, ont été identifiés, c'est le début, parce que tout ça, ça va doucement, des consultations à fort enjeu de santé publique, on le verra, des consultations très complexes et la visite longue. Donc aujourd'hui, quand même, on a depuis 2016, et seulement 2016, ça veut dire il y a 5 ans, on a commencé à faire reconnaître à travers la convention la complexité de nos prises en charge, la coordination et la notion de place et d'enjeu de santé publique dans l'exercice de la médecine générale. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit focus sur les diverses consultations que vous pouvez majorer, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et finalement, le message que je vous ferai passer aujourd'hui, c'est vous êtes chez des maîtres de stage. Vous voyez que vos maîtres de stage, les 3/4 du temps, ils mettent très souvent 25 €, sauf si vous tombez sur des syndicats, enfin chez des maîtres de stage syndiqués. Mais très souvent, les médecins ne s'embêtent pas. Ils font des actes à 25 €, ce qui est dommage. Il y a des fois, il faudrait vraiment... Donc, le message, c'est... donnez-leur les informations que vous allez retenir aujourd'hui. Donc pour les enfants, vous avez des examens de suivi. Donc ça, c'est vraiment pour prendre le temps donc lors des visites obligatoires. Vous savez qu'il y a 20 examens obligatoires. Donc vous avez le COD, donc qui est un examen qui se pratique du premier mois à 5 ans et qui est coté à 30 €. Donc c'est une consultation de suivi où on fait du dépistage, du repérage des troubles neurodéveloppementaux, du dépistage des troubles sensoriels. Donc ce temps est extrêmement important. Ce sont quand même des consultations finalement qui prennent facilement 20 à 30 minutes quand même. Donc
Voilà. Les COE, consultations obligatoires d'enfants, donc ça, ce sont les consultations que l'on peut pratiquer et que l'on doit pratiquer donc au 8e jour, au 9e mois, hein, plus ou moins un mois, et à 2 ans, donc plus ou moins un mois. Donc c'est quand même des consultations très importantes, hein, pour le repérage des troubles neurodéveloppementaux et des troubles sensoriels de l'enfant, des troubles de la relation, des violences et voilà, l'éducation à la santé aussi. Elles sont valorisées à 46 €. La COB, donc pareil, ça a été introduit récemment dans les 20 examens obligatoires, ont été introduits. Il y a 3 visites de 0 à 6 ans qui ont été enlevées et 3 qui ont été rajoutées à 8, 9 ans, 11, 13 ans et 15, 16 ans. Ce sont des consultations qui ne sont pas majorées finalement, qui sont à 25 €, mais qui sont en fait à 100, qui sont possiblement prises en charge à 100%. Mais celle-là, elle n'est pas majorée. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est importante. Ça va être un travail à nous de faire valoriser encore plus ce genre de consultation spécifique. On y travaille pour la prochaine convention. Toutes les consultations de 0 à 6 ans, vous le savez, elles sont cotées à 30 €, voilà, avec une majoration enfant généraliste. Dans le cadre de la CCM, vous pouvez utiliser la CCM dans le cadre du dépistage de la surdité et la vision binoculaire. Et vous avez donc dans le cas des troubles neurodéveloppementaux, pour certains qui sont allés en stage gynécopède, vous avez la possibilité d'utiliser, notamment dans le cadre de la mallette Baby Sensory Test, c'est des outils pour faire ce dépistage. Il faut que ce dépistage soit fait avant 3 ans et auquel cas, vous avez un code CCAM et vous voyez tout de suite, quand vous passez à la CCAM, 48,51 €. C'est quand même pas négligeable. Tout ça pour faire avec les bip-bip, là, vérifier que l'enfant, il tourne bien la tête, ou avec les Moati, et vérifier que l'enfant, il a une réaction d'orientation vers l'objet sonore. Vous avez aussi donc la vision binoculaire avec le test de langue, bon, qui n'est pas très valorisé, on va dire 25,32 €, mais vous pouvez très bien, parce que vous avez un doute, vérifier, faire venir l'enfant uniquement pour faire cette vision binoculaire, mais aussi l'échelle de Pigassou, hein, donc quand l'enfant est en capacité de le faire, ou le Pigassou apparié. Et vous pouvez, dans ce cadre-là, aussi associer les deux, hein, le CDRP 002 plus le BLQP 010. Ça vous fait une consultation, alors je pense que ça n'a pas pris, enfin on verra après. Ça vous fait une consultation à 67,12 €, je pense, sachant que cette consultation peut être réalisée, moi j'aime bien la réaliser à 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est un âge clé. Pourquoi? Parce qu'à 2 ans et demi, il faut être sûr que l'enfant entende bien, ça c'est pas trop le souci, mais c'est le développement du langage. Développement du langage, il faut être vraiment sûr que l'enfant entende bien, que le langage se développe bien. Il n'y a pas de consultation obligatoire à ce moment-là, mais par contre, vous pouvez faire venir l'enfant pour vérifier. Quand vous avez fait la visite des 2 ans, bon, vous voyez un petit peu où est-ce qu'il en est, mais 2 ans et demi, il faut que le langage commence à être bien installé. Et c'est l'occasion de faire cette consultation valorisée à 67,12 €. C'est pas négligeable, on peut prendre ce temps. Vous avez ensuite les consultations complexes. Donc ça, c'est consultations qui ont été introduites lors de la dernière négociation. Donc CSO, consultation de suivi de l'enfant en situation d'obésité. Pour les enfants de 3 à 12 ans, c'est 2 fois par an. C'est pour le médecin traitant de l'enfant, valorisé à 46 €. C'est une consultation relativement longue. La première consultation de contraception et de prévention, hein, qui est une consultation à fort enjeu de santé publique. Donc pour les 15-18 ans, c'est une seule consultation, prise en charge à 100% tiers payant possible, et qui est valorisée à 46 € aussi. La consultation de suivi de l'enfant autiste. De plus en plus de médecins font un partenariat et font le suivi des enfants en situation de troubles neurodéveloppementaux et dans le cadre de l'autisme. Donc, on peut coter une fois par an une visite de synthèse où on fait le point avec l'enfant, enfin avec la famille, l'enfant et les différents dossiers. C'est des consultations un petit peu longues aussi, 46 €. Vous avez une consultation, et on le verra dans le cadre de l'avenant 9, l'évolution de cette consultation, de détection de l'autisme. Dès lors que vous faites un repérage, que vous faites un MCHAT, que vous avez une attention toute particulière, que vous faites quelques examens pour repérer les troubles du neurodéveloppement, une consultation qui est largement valorisée à 60 € et qui est accessible à la médecine générale.
Certains d'entre vous font des DU spécifiques, donc vraiment, je vous encourage, et même si vous n'avez pas de DU spécifique, que vous savez faire et de la formation continue dans le cadre du dépistage des troubles neurodéveloppementaux, vous pourrez coter ce genre d'acte. Donc ça, c'est pareil, c'est une fois. Voilà. Donc il y a eu un problème, excusez-moi. Donc c'est des RP et la LQP divisé par 2. En gynécologie, donc ça vous connaissez, donc le frottis, donc cumulé à 100% avec le G, donc là 37,46, vous faites un frottis, vous posez un stérilet 38,40, vous enlevez un implant et vous le changez, c'est 41,80. Par contre, quand vous le mettez, curieusement, ben là, il y a un acte technique, mais qui est inférieur à l'acte de 25 €. Voilà, c'est considéré comme... bon, c'est vrai que quand on le change, quand on l'enlève, c'est quand même souvent un peu le BINS. L'IVG médicamenteuse, vous pouvez pratiquer des IVG médicamenteuses et dans ce cadre-là, il y a un forfait qui inclut l'achat et la mise à disposition des patients des médicaments et qui est de 187,92 €. C'est aussi donner de l'accès aux soins à des patients dans des secteurs où l'accès est difficile. Pour les urgences, dans le cadre des urgences, vous avez plusieurs choses. Alors, vous avez des actes de NGAP et des actes de CCAM. Dans le cadre des actes de CCAM, vous avez parage et suture. J'ai oublié de mettre parage, c'est très important, mon collègue me le rappelait ce matin. Parage, ça veut dire vous avez une plaie, des lésions de rapage, vous faites le nécessaire parce que une chute de mobilette ou tout ce qu'on veut. Voilà, parage et ou suture, c'est de 58 € à 109 €, parce que là, il y a des actes techniques plus la majoration M. Donc, ça vaut quelquefois le coup de mettre ça. Bien sûr, il y a la notion d'utilisation de matériel à usage unique qui est dans cela. Mais voilà, c'est des petits actes sympathiques. Ça donne, voilà, ça évite d'encombrer les urgences. Les patients, moi, j'ai à côté de chez moi une usine où ils font du verre, donc ils se coupent assez souvent. Et j'avoue que les internes, ils adorent ça, quoi. C'est vraiment, c'est sympathique et c'est bien payé. Et n'oubliez pas le parage. L'infiltration, la ponction, l'évacuation, donc ça peut aller de 26 € à 60,30 €. Vous pouvez cumuler des actes dans le cadre de la ponction, par exemple, d'un genou avec une infiltration. Vous faites 2 actes techniques et dans ce cadre-là, le deuxième acte que vous cotez, il est divisé par 2, c'est moitié prix, sachant que le troisième acte, si vous faites 3 actes techniques dans une même consultation, le troisième est à 0. Les contentions, contention souple, vous faites un strap pour une cheville, vous pouvez faire une attelle plâtrée, vous pouvez faire des petites mises en place de contention souple. Ça peut aller jusqu'à 68,68 €, c'est pas négligeable. Mise en place d'un Zimmer, par exemple, sur une entorse de doigts, c'est très, très simple. La rééducation vestibulaire, je vous encourage à savoir faire ces manœuvres de libération, les manœuvres libératoires. Ça rend service aux patients, ça donne de l'accès aux soins et 48,51 €. Vous en faites une, parfois vous en faites 2, vous rendez service et vraiment c'est valorisant et c'est pas long à faire. Le tamponnement nasal, hors contexte d'AVK bien sûr, mais 54,60 € pour mettre une mèche dans le nez, c'est quand même bien payé. Ensuite, il y a tout ce qui est détresse, c'est-à-dire quand vous avez un patient qui ne va pas très bien, qui arrive dans votre cabinet, qui fait une suspicion de nécrose, normalement c'est corrélé à la mise en place soit d'un peu d'oxygène, soit d'une perfusion ou de faire un petit geste technique. Honnêtement, moi, dès lors que je passe un peu de temps, si j'appelle les pompiers ou j'appelle une ambulance, voilà, je vais coter un YY 010 plus M qui peut aller jusqu'à 74,88 €. Ensuite, vous avez des actes de NGAP dans le cadre de l'urgence. Donc là, vous avez une consultation avec une majoration régulation traitant, MRT, c'est-à-dire que le SAMU ou l'organisme de régulation de votre secteur appelle pour que vous preniez un patient en urgence. Vous pouvez, dans ce cadre-là, à la demande de la régulation, réaliser une consultation. Elle doit être réalisée par le médecin traitant. Et donc, dans ces cadres-là, c'est 40 €.
vous adressez, vous avez un patient qui vient avec une suspicion de phlébite, vous avez besoin d'avoir un rendez-vous rapide avec un spécialiste angéologue, vous appelez, vous avez un rendez-vous dans l'après-midi, vous avez un rendez-vous dans les 48 heures, vous pouvez faire une majoration d'urgence pour le correspondant, pour adresser le patient à ce spécialiste. Il y a aussi donc la consultation, la majoration de coordination généraliste. Donc ça, c'est surtout pour tous les patients qui viennent c'est intéressant dans les secteurs touristiques ou quand des patients viennent hors résidence notamment. Vous voyez un patient pour une angine, pour une otite, pour de la petite pathologie, de la grosse pathologie, tout ce que vous voulez. Vous faites un petit courrier de retour en disant mon cher confrère, et dans les logiciels, c'est très facile de faire un courrier qui est préédité quasiment. J'ai vu votre patient pour une otite, j'ai prescrit ça, je vous laisse le soin de prendre le truc, et là, vous cotez 5 € de plus. Et on verra les majorations qu'on peut faire là-dessus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. L'objectif étant de faire du lien entre collègues. Les consultations spécifiques donc, qui ont été introduites, comme je vous le disais, donc les consultations complexes et très complexes. Donc vous avez les sorties d'hospitalisation, donc 2 sorties d'hospitalisation. Vous avez la consultation de sortie d'hospitalisation pour tout motif dès lors qu'on a. L'idée, c'est de éviter la réhospitalisation, de mettre en place tout ce qu'il faut pour des patients qui ont des pathologies chroniques ou un petit peu fragiles. Dès lors qu'il sort d'hospitalisation, dans le mois qui suit la sortie, vous pouvez coter MSH, c'est une consultation à 48 €. Ça peut se faire à domicile, ça peut se faire au cabinet. Donc ça, faut pas. Souvent, on passe à côté. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, donc vous pouvez faire une majoration dans la même façon. Quelqu'un qui a fait une poussée d'insuffisance cardiaque, majoration. Et là, c'est dans les 2 mois qui suivent la sortie. L'avis ponctuel de consultant. Honnêtement, ça c'est quelque chose dont on se prive que trop. L'APC. L'APC, c'est le médecin traitant, vous êtes dans un cabinet de groupe, vous avez certaines spécificités, ou vous avez un collègue à côté, un collègue qui fait de la gynécologie, vous n'en faites pas, vous l'adressez pour faire l'examen gynécologique. La personne, donc il y a un petit courrier du médecin traitant vers son médecin correspondant, qui est un généraliste. Le généraliste qui reçoit peut faire un APC à 50 €. Une condition, et ça c'est l'objectif, c'est de ne pas revoir le patient avant 4 mois. Et sinon, après, voilà, il pourrait y avoir des risques et ça n'a pas vraiment de sens. On est sur un avis ponctuel, sauf s'il y a un acte technique. Et on verra comment on peut le valoriser, notamment dans le cadre de la gynécologie. La visite longue, on en reparlera après. Donc, VL plus MD, c'est une visite qui peut être cotée 3 fois par an. Et on verra dans l'avenance, maintenant, c'est 4 fois 70 €. Ça concerne toutes les pathologies neurodégénératives, les soins palliatifs, les patients soins palliatifs et la première visite. Donc, c'est une fois cotable quand on prend comme nouveau patient un patient à domicile en ALD. Les consultations très complexes, donc ça concerne la consultation d'annonce en fait, pour tout ce qui est pathologie neurodégénérative et cancer. Voilà, donc vous pouvez faire un MIS, c'est une consultation qui est à 55 €, consultation d'annonce une fois aussi. Et vous avez pour les médecins qui s'occupent de patients HIV, une consultation d'annonce, organisation des soins, donc qui est une PIV 55 €. Les autres actes de CCM qui peuvent être utiles, la pronation douloureuse, c'est vraiment d'une simplicité exemplaire, donc vous le faites aux urgences. Le test d'évaluation de la dépression, ALQP 003, 69,12 €. On a passé souvent une demi-heure avec ces patients. Donc, il y a des tests spécifiques, par contre, tout n'est pas reconnu, c'est le Hamilton, il y a vraiment, donc ça, il faut aller voir un peu le contenu de ce test, et surtout le Hamilton, en fait, qui est reconnu. Mais moi, je le fais relativement facilement. Je trouve que ça permet de bien reconnaître le temps que je passe avec ces patients. Vous avez aussi les tests d'évaluation cognitive, pareil avec les tests, donc il y a les 15 mots d'oreille, différents tests qui sont reconnus, 69,12 €, on est sur un ALQP 006. La thrombose hémorroïdaire, c'est absolument rien à faire, ça soulage quand même bien les patients.
et bien d'autres encore. Et aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire les tests de polygraphie respiratoire nocturne, moyennant une formation de DPC de 40 heures à faire valider par le collège à médecine générale. Donc, vous êtes à 145,92 €. Bon, là, c'est un petit peu plus lourd, mais quand même. Il faut que vous sachiez que les actes de NGAP et les actes de CCAM ne sont pas cumulables, parce que là, j'en vois certains certainement qui se disent « Ah, mais je pourrais faire ça avec ça, etc. » Non, 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 attention, ce n'est pas cumulable, sauf 3 exceptions. 2 exceptions, le CG, donc cumulable avec un acte de CCAM, 39,26 €, et le frottis, on l'a vu tout à l'heure. La biopsie dermato, donc là, c'est un acte cumulable, mais à demi-tarif. Voilà, donc seul le CG et le frottis sont des actes de NGAP et de CCAM cumulables, donc le deuxième acte est cumulé à 100%. Pour la biopsie, c'est cumulé à 50% simplement. Et quand vous faites, je vous le rappelle, 2 actes de CCAM, le premier est à taux plein, le deuxième est à 50%, le troisième est à 0. Des exemples d'optimisation. Donc vous avez un patient avec des troubles cognitifs, vous le voyez, vous faites les tests, ALQP. Vous le revoyez, et oui, effectivement, il y a des problèmes. Vous faites le bilan, vous faites le scanner, vous faites le bilan sanguin, vous le revoyez, vous lui annoncez, vous annoncez à sa famille qu'il y a un problème. Vous faites une deuxième consultation, un MIS, et ensuite, dans le cadre du suivi, si vous le voyez à domicile, vous pouvez faire des VL. Un enfant vu hors résidence, vous allez faire un GS plus MEG, consultation de base, vous rajoutez un MCG, 35 €. Il vient parce qu'il y a une otite, il est chez les grands-parents. Frottis à la demande d'un confrère. APC plus l'acte technique, 62,46 €. Vous le recontactez, vous programmez la pose du DIU, 38,40 €. Une plaie, personne âgée en EHPAD, donc vous faites un acte technique. On peut ajouter le M exceptionnellement pour tout ce qui est suture à domicile et l'indemnité de déplacement qui n'est pas, c'est pas comme la MD qui est à 10 €, l'ID est à 3,50 €. Et vous avez un acte qui est à 103,83 € pour aller mettre 2 points, 2 agrafes, ou faire un parage de plaie, vérifier la plaie de la personne âgée à domicile en EHPAD. Les nouveautés de l'avenant 9 qui vient d'être signé. Donc la visite longue a été étendue à notre demande, et ça a été une bagarre, pour tous les patients de plus de 80 ans en ALD. Tous les patients de plus de 80 ans. Jusqu'à maintenant, c'était les pathologies neurodégénératives, je vous le rappelle, et les soins palliatifs. C'est une fois par trimestre, étendu à 4 par an, mais une fois par trimestre. Les pathologies neurodégénératives, bien sûr, restent là-dedans. Le nouveau patient médecin traitant en visite également, et les soins palliatifs aussi. Et dans ce cadre-là, pour les patients en soins palliatifs, ce n'est pas une par trimestre, bien sûr. L'APC a été majorée à 55 €. La MIS, donc cette fameuse consultation d'annonce, a été étendue à l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Je vous rappelle que la MIS, c'était pathologie neurodégénérative cancer. Donc en plus, dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, dans le cadre de l'autisme, vous pourrez coter une MIS en consultation d'annonce. Tout ça, ça fait référence à tout le travail que l'on doit faire dans le cadre de la demande de prise en charge dans le cadre de la plateforme. Le premier certificat MDPH, donc nouvelle cotation MPH à 60 €. Et pour des patients qui ont déjà un dossier MDPH, le passage d'un dossier médecin traitant, du médecin traitant du dossier de l'ancien médecin traitant à un nouveau médecin traitant peut donner lieu à une cotation MPH à la fois pour l'ancien médecin traitant et pour le nouveau médecin traitant. Je demande à voir ce que ça va donner. Vous avez à la marge une consultation ASE pour l'aide sociale à l'enfance, donc le bilan d'entrée dans le dispositif 46 €. Et la CTE, vous savez, cette consultation dans le cadre du dépistage des troubles de nature autistique, elle est étendue, et ça c'est quand même un point important, à tout ce qui est troubles du neurodéveloppement et troubles de la relation mère-enfant. Donc je pense qu'on a un champ à prendre. Je vous rappelle que cette consultation est à 60 €. On a un champ à prendre là-dedans. C'est-à-dire on prend du temps pour examiner cet enfant, on identifie qu'il y a des problèmes, on a fait des tests adéquats, 60 €. Tout ça, ce sera applicable au 1er avril 2021. Il y a toujours un délai de 6 mois entre le moment où l'avenant est signé et il faut une parution au journal officiel, etc.
Des mesures donc, dans le cadre de l'avenant 9, sur les soins non programmés dans le cadre du SAS et autour du numérique. Je vous passe les détails, ce n'est pas le lieu ici. Pour terminer, donc la prochaine convention qui sera signée, ça a été retardé avec les élections. Normalement, c'est tous les 5 ans que les conventions sont signées. C'est un moment important pour la profession. Et là, ça va être un moment particulièrement important puisqu'on va être dans un contexte exceptionnel. Une crise démographique, difficulté d'accès à la médecine générale. Donc, dans ce contexte, cette nouvelle convention, en tout cas MG France, revendiquera le fait que cette convention devra reconnaître la fonction spécifique du médecin traitant, les missions remplies par le médecin traitant. Et donc la charge portée par le médecin traitant. Elle devra accompagner les changements de notre exercice, donc être incitative, notamment dans le cadre de l'exercice coordonné. Elle devra reconnaître le temps passé hors de la consultation, et Dieu sait s'il devient de plus en plus important avec les complexités qui augmentent et le vieillissement de la population, et elle devra rémunérer les prises en charge complexes. Donc, bref, nous allons nous battre et nous avons commencé déjà à élaborer un travail autour de cette nouvelle convention parce qu'il faut que ce soit une convention à la hauteur des enjeux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. J'ai la charge, moi, de vous parler de sujets un peu moins agréables, peut-être, que ce que vient de présenter le docteur Bayard, mais de démystifier pour vous ce que l'activité de la caisse primaire, quand elle met en place un contrôle sur l'activité des professionnels de santé. Alors, on va peut-être commencer par une première question qui est, mais pourquoi une caisse primaire? Alors, je me trompe de sens. Voilà. Pourquoi une caisse primaire contrôle l'activité des professionnels de santé? Vous savez que vous êtes dans le cadre d'une activité libérale, vous allez être encadré par une convention médicale. Celle qui est actuellement en cours date effectivement de 2016. Elle va être renégociée dans la prochaine année. Cette convention, elle pose en fait les relations entre entre l'assurance maladie, les organismes de sécurité sociale qui vont rembourser les soins et les médecins généralistes dans leur cabinet de ville, ainsi que les médecins spécialistes, bien sûr. Ce lien, il est important. Il fait l'objet effectivement de discussions et de négociations entre les représentants de votre profession et les représentants des organismes sociaux. Et c'est cette démarche-là qui aboutit derrière à des avenants conventionnels, à des revalorisations tarifaires que vient de vous présenter le docteur Bayard. Vous avez 2 textes importants derrière, elle vous en a parlé, la nomenclature générale des actes professionnels, qui encadre en fait toute l'activité, je dirais, des actes médicaux, et puis la CCAM, effectivement, sur les actes techniques. Il faut que vous preniez le temps, quand vous allez vous installer, de regarder votre convention, de regarder les 70 premières pages de la NGAP, parce que c'est dedans, en fait, tout ce qui peut, derrière, vous permettre d'être voilà, en capacité d'utiliser, en fait, toutes les cotations, tout ce qui existe et que propose la loi et la convention, pour rémunérer votre activité. Vous avez 3 modes de rémunération et du coup, je vais passer parce que je trouve que le docteur Bayard a extrêmement bien présenté les choses. Je vais peut-être revenir 2 petites minutes sur la NGAP. Je vous ai sorti quelques articles qui sont les articles sur lesquels éventuellement une caisse primaire peut être un peu plus attentive. Donc, ce n'est pas inintéressant de savoir éventuellement ce qu'on regarde. On va regarder l'article 2 et l'article 3. Qu'est-ce qu'ils vous disent? En fait, tout simplement que dès lors que vous pratiquez un acte, vous le désignez par un code et un coefficient, donc une lettre clé et un coefficient, et puis vous l'indiquez sur la feuille maladie sans être obligé d'en préciser la nature. Donc vous devez connaître vraiment ce qu'il y a derrière les actes que vous réalisez, la codification que vous allez utiliser. Et vous allez devoir être en capacité de démontrer éventuellement la réalité de la réalisation de cet acte-là.
Quand vous faites une visite longue auprès d'un patient, effectivement, il va falloir que vous soyez bien assuré qu'il rentre dans le cadre de l'application de la visite longue. C'est ce que vous disait le docteur Bayard et c'est tout à fait vrai. Il faut vraiment que vous posiez la question en amont voilà, est-ce que j'ai le droit et je vais pouvoir coter cette visite longue pour ce patient-là. L'article 5 qui vous dit qu'il faut que les actes soient effectués personnellement par le médecin. Alors, ça paraît évident, hein, il n'y a pas de sous-traitance, mais en fait, nous, derrière, on va, dans le cadre de nos contrôles, ça va être un sujet autour des actes fictifs. Là, on est vraiment dans le pire des scénarios pour nous, puisqu'il s'agira à ce moment-là d'une fraude. Et donc, la situation est quand même assez compliquée et assez tendue quand on se trouve dans cette situation-là. L'article 7, c'est attention, vous avez un certain nombre d'actes qui vont nécessiter en fait une demande d'accord préalable auprès des praticiens conseils de la sécurité sociale. Donc là aussi, soyez attentifs. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, donc il faut en être conscient et bien avoir anticipé les choses. Sur le cumul d'actes, je vais passer parce qu'en fait, je trouve que le docteur Bayard a été très clair également sur la situation. En gros, on ne cumule normalement pas une visite, une consultation avec d'autres actes, à l'exception de ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, le frottis et le CG. Et puis, j'en ai oublié un, il y en a un autre, la biopsie. Voilà. En cas d'actes multiples, quand vous réalisez des actes techniques au cours alors c'est pas d'une consultation, là vous êtes en train de réaliser des actes techniques. Le premier est à taux plein, le deuxième est à demi-taux et le troisième est gratuit. Il y a quelques exceptions. Là aussi, regardez bien, le diaporama était très bien fait pour en tenir compte. Ça fait partie des éléments qu'une caisse primaire peut être amenée à regarder. Tout l'article 15 de la NGAP, en fait, vous allez retrouver la totalité des descriptions des cotations. Donc, vraiment, prenez le temps de regarder. On vous dit dès le départ ce qu'est une consultation. C'est important, hein, oui, effectivement. C'est un interrogatoire, c'est un examen clinique et éventuellement une prescription thérapeutique. Ça va mieux en le disant. Voilà, c'est important de le réaffirmer. Et puis, quand vous vous déplacez, alors là aussi, c'est parfois des sujets de contrôle qui peuvent être ennuyeux et il vaut mieux éviter cette discussion avec la caisse primaire. Quand vous allez dans une famille et que vous êtes amené à rencontrer 3 personnes, par exemple, dans ce ménage, la première consultation à domicile sera une visite, vous pourrez coter visite, et les suivantes seront des consultations, mais vous ne pourrez pas coter une 4e consultation. C'est limité à 3. Donc, une visite, 2 consultations, et c'est tout. Dernier petit point sur la nomenclature, sur justement les déplacements. Attention, vous avez normalement une visite, c'est un acte global en fait, donc vous n'avez pas de nécessité, vous n'avez pas à rajouter des indemnités kilométriques, sauf certaines situations, et le docteur Bayard vous en a parlé. Attention aussi, vous avez quelques règles derrière l'indemnité kilométrique. Sur la notion d'agglomération, sur la distance en fait entre le domicile et le cabinet, et sur la règle de cabinet du médecin le plus proche. J'attire votre attention, c'est toujours un peu délicat à utiliser sur ce sujet-là. Et enfin, quand vous intervenez en EHPAD, vous pouvez vous déplacer bien sûr à l'EHPAD, bien évidemment. Vous demanderez le remboursement de vos frais de déplacement, mais vous ne pouvez pas le faire pour chacune des personnes que vous allez rencontrer dans l'EHPAD. Ça ne se fait que pour un déplacement, puisque vous ne vous êtes déplacé qu'une seule fois. Alors, une fois ces éléments posés, il y a quand même un certain nombre, et ça fait partie en fait d'un document très important pour nous, qui est la charte des contrôles, que l'assurance maladie, enfin les organismes de sécurité sociale, ont signé avec le Conseil national de l'ordre des médecins. Et tout ce que je vais vous dire là relève de ces différents sujets qui sont développés dans cette charte des contrôles. C'est une charte que vous retrouvez sur le site Amélie de l'assurance maladie. Vous pouvez donc la lire, en prendre connaissance.
Elle s'impose aux caisses primaires, elle s'impose bien évidemment aux professionnels de santé. Enfin, elle s'impose, c'est une charte. Donc c'est des règles de bonne relation entre nous. Dans cette charte, l'un des premiers éléments que porte l'assurance maladie, c'est de dire notre métier, c'est de vous accompagner. Oui, on a la mission de contrôler, c'est normal puisqu'on est gestionnaire de fonds publics. Donc notre première mission, c'est de payer des soins. Et notre deuxième mission, c'est de s'assurer qu'on est dans l'efficience du système de santé et que les soins qu'on a payés, on les a légitimement et de façon justifiée bien remboursés. C'est normal. Donc c'est pour ça qu'on fait des contrôles, mais on ne vous laisse pas seul face à la complexité de la cotation. Donc vous avez un certain nombre d'outils que l'assurance maladie met à votre disposition. Un premier petit outil qui est le simulateur en ligne. Vous allez le retrouver là aussi sur Amélie. Si vous faites passer le diaporama, je crois que j'ai mis le lien. Je ne vais pas vous le dire là parce qu'en fait il est très long, mais en tout cas vous pourrez aller le consulter. C'est un petit outil tout simple. Les outils peut-être plus importants pour vous, vous avez une plateforme téléphonique dédiée, le 3608. C'est un numéro d'appel normal, hein, donc il n'y a pas de coûts supplémentaires sur cette plateforme. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions qui relèvent de l'exercice libéral, que ce soit votre installation, le suivi de votre dossier, votre facturation, vos paiements. Vous pouvez poser aussi des questions sur tous ces sujets-là, sur les remboursements, sur les rejets, sur les droits de vos patients, la télétransmission, l'application de la nomenclature. L'application de la nomenclature, vous avez la possibilité effectivement d'interroger cette plateforme quand vous avez une interrogation sur une cotation. Et si votre question est complexe, vous avez également accès à des praticiens conseils au sein de cette plateforme pour pouvoir vous répondre plus précisément, parce qu'il peut y avoir des cas de patients très particuliers sur lesquels vous avez vraiment besoin d'une expertise spécifiques. Les praticiens conseils qui sont donc placés auprès des caisses primaires, vous pouvez aussi les joindre par mail. Là, ce sera à partir de votre compte Amélie Pro, où vous pouvez en fait très simplement envoyer un mail en expliquant la situation et en demandant au praticien conseil de bien vouloir vous recontacter pour pouvoir discuter avec lui du sujet. Et puis, vous avez les délégués assurance maladie. Alors, ce sont des collaborateurs de la caisse primaire, donc des administratifs, mais ce sont des collaborateurs qui sont formés pour rencontrer les professionnels de santé. Alors, sur les médecins généralistes, généralement, c'est entre 3 et 4 fois par an. Leur mission, c'est vraiment l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, souvent en début d'année, sur tout ce qui est forfait, ROSP, structure, etc., pour vraiment vous aider à remplir, en fait, toutes les demandes qui vous sont formulées pour pouvoir accéder à ces forfaits. Mais ils vont aussi venir vous voir dès lors qu'il y a une nouvelle disposition conventionnelle qui est importante, notamment là, en ce moment, moi j'ai tous mes délégués assurance maladie qui sont actuellement sur le terrain en train de rencontrer les médecins pour leur présenter l'avenant 9 et justement tous les éléments importants de ce probablement dernier avenant conventionnel pour cette convention-ci. Donc, ces délégués assurance maladie, ce sont des gens nominativement identifiés pour lesquels vous aurez leur carte de visite, leur numéro de téléphone et ils sont accessibles, alors pas H24, hein, ils dorment, mais ils sont accessibles de façon très importante et ils viennent à votre cabinet à votre demande, où ils vous proposent de vous rencontrer. Ça, c'est pour l'accompagnement. Mais parfois, il se passe des choses et du coup, on se retrouve dans un démarrage de contentieux. Alors, qu'est-ce qui va initier un démarrage de contentieux? Pour l'assurance maladie, on a en fait des plans de contrôle annuels qui sont prévus, donc qu'on va mettre en place. On a également des signalements éventuellement d'assurés sociaux qui nous disent moi là-dessus, j'ai pas compris ce qui s'était passé, etc. Est-ce que vous pouvez regarder, voir avec mon médecin? Et puis, on a aussi des alertes. Imaginons un médecin qui n'ait pas bien compris comment se cote la visite longue et qui part du principe que dès lors qu'il est en visite et que ça prend plus d'une demi-heure, c'est une visite longue, sans s'intéresser du tout au sujet de savoir si derrière il y a la pathologie qui autorise la visite longue ou l'âge du patient qui autorise la visite longue et qui se met du coup à côté plus de 50% de ces visites en visite longue.
À un moment donné ou à un autre, nous, dans nos critères d'alerte, dans nos indicateurs d'alerte, forcément, c'est un professionnel de santé qui va ressortir. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on va commencer à regarder effectivement ce qui se passe. Donc c'est ce que je vous dis, on a d'abord un traitement en chambre. C'est l'analyse de requête, c'est l'analyse de la situation, on essaye de comprendre les éléments. On va éventuellement demander à des agents enquêteurs de rencontrer des patients pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la situation. Et puis on va poser un constat. Alors on a trouvé tel et tel élément, on a fait toutes nos investigations. Et quand on arrive au constat, eh ben, on écrit un courrier aux professionnels de santé, donc aux médecins en l'occurrence, en disant, écoutez, voilà, on a constaté ça et on ne comprend pas, et on vous demande de venir nous voir. Et là, vraiment, venez nous voir. Moi, je suis absolument désolée quand je me retrouve ensuite à gérer une commission des pénalités où je découvre que le professionnel de santé, alors qu'on lui a proposé de venir, n'est pas venu, alors qu'on l'a relancé, ne nous a pas répondu. Et finalement, le contentieux se met en place parce qu'il y a des délais qui courent et c'est réglementaire. Le contentieux se met en place et on se retrouve avec un indu et une commission des pénalités. Et là, quand je dis aux professionnels, mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir? Ah ben, j'ai pas osé, voilà. Non, non, non. Quand vous avez une lettre comme ça d'observation, on est dans du pré-contentieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le contentieux, on est dans une phase amiable, on est dans une phase de compréhension du sujet. Donc il faut absolument nous répondre, il faut venir nous voir, il faut venir nous expliquer ce qui s'est passé. Dans 90% des cas, on est dans le cas d'une erreur, d'une incompréhension, de quelque chose qui relève en fait de la mauvaise application d'une nomenclature, mais ce n'est pas forcément des choses graves. Les situations de fraude, elles sont rarissimes. Elles arrivent bien sûr, mais elles sont rarissimes. Donc vraiment, quand vous êtes dans cette situation-là, ne faites pas la politique de l'autruche. Vous prenez rendez-vous, vous venez nous rencontrer. Vous pouvez être accompagné lors de cette rencontre, si vous avez besoin d'être accompagné par un représentant de votre syndicat, par éventuellement un avocat. Ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on est vraiment sur de l'amiable, mais c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Vous venez nous voir, vous avez un délai court, vous n'avez qu'un mois, donc il faut vraiment par contre pas bien respecter les délais, parce qu'après c'est réglementaire. Si nous, on ne respecte pas les délais, ensuite notre contrôle tombe, et donc on ne va pas être d'accord. Donc on va les respecter, nous, strictement. Donc vraiment, soyez attentifs à cette dimension-là. On vous rencontre. À l'issue de cette rencontre, vous allez nous donner un certain nombre d'arguments. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez peut-être nous fournir des éléments d'appui et de preuve par rapport à ce qu'on a, nous, pu observer, qui vont venir dire, non, en fait, il n'y a pas d'erreur, les choses se sont bien passées. Et nous, dans ces cas-là, on vous fait un retour en vous disant, voilà, dossier clos, merci docteur. Parfois, ce n'est pas le cas. Il y a effectivement une erreur qui est constatée. Et dans ces cas-là, il va se passer des choses un peu différentes. Il va se passer des choses un peu différentes parce qu'en fait, on va qualifier la situation. Imaginons donc, je vous disais tout à l'heure, ce médecin qui fait des visites longues et qui a un peu perdu de vue ce que recouvrait la visite longue. Selon les informations qu'il va nous donner et l'ampleur du sujet, on va qualifier les choses de façon un peu différente. On en a repéré 4-5 qui ne sont pas conformes. On va lui dire, écoutez, docteur, on prend le différentiel, c'est un indu. Vous avez donc une dette, en fait, par rapport à votre cotation. Donc, merci de rembourser votre dette. Et puis, le sujet s'arrête là. On est sur une faute, elle est résolue et la situation s'arrête là. On est sur 50% de l'activité en VL injustifiée. Là, c'est un peu différent. Vous êtes sur des masses financières qui sont très importantes, donc il va forcément y avoir un indu, puisque nous récupérons nécessairement les anomalies. Par contre, vu l'ampleur du sujet, la question quand même de l'abus va se poser, et là, éventuellement, on mettra en place effectivement une commission des pénalités financières. La commission des pénalités financières, elle vient en fait sanctionner en plus de l'indu. On la met assez rarement en place,
Mais quand on la met en place, c'est qu'on veut vraiment marquer que là, non, c'était pas bon. C'était pas bon et c'était pas acceptable. Donc voilà, sachez que alors cette commission des pénalités financières, là aussi, elle est très encadrée. Il y a toute une démarche réglementaire qui est très précise. Ça fait aussi partie de la charte des contrôles. C'est-à-dire que nos procédures sont des procédures qui sont très encadrées et qui sont lisibles et qui sont connues. Donc vous pouvez les consulter, vous pouvez en avoir connaissance. Quand on vous dit vous rentrez dans telle procédure ou dans telle procédure, vous avez la possibilité d'avoir la totalité de l'information sur la façon dont ça se passe. Et puis, il y a la fraude. Lors de la rencontre avec ce médecin, on se rend compte qu'en fait, il savait parfaitement ce qu'était la visite longue et qu'il a tenté le coup au cas où on ne l'aurait pas vu. Ça arrive. Et en plus de ça, on a découvert que dans toutes ces visites longues, il y en avait certaines qui, en fait, n'avaient pas du tout été réalisées. Là, on est dans la fraude. Et là, c'est un autre sujet. Donc, pour nous, ça va être constitution d'un dossier avec dépôt de plainte et éventuellement conseil de l'ordre si on estime que le sujet mérite d'alerter le conseil de l'ordre parce qu'il y a un sujet déontologique dans le dossier. En tout cas, voilà, vous avez un peu la vision des choses. Dans un très grand nombre de cas, on est sur de l'erreur, une faute. On est sur des professionnels de santé, du coup, à qui on notifie un indu. Et en fait, le sujet s'arrête là. On a quelques situations de fraude où effectivement, là, le dossier va beaucoup plus loin. Et là, effectivement, on rentre dans du pénal. Ça échappe à la caisse primaire. Après, nous, on se porte en fait partie civile. On dépose le dossier devant le parquet. Et ensuite, c'est le parquet qui va instruire. Là, on est dans des situations vraiment très, très marginales, mais elles se produisent. Ce que je voudrais quand même vous relativiser un peu la situation. Vous avez là le montant des préjudices détectés et évités en 2019-2020. Alors, la baisse que vous voyez entre 2019 et 2020, c'est tout simplement lié à la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, nos collaborateurs de la lutte contre la fraude ont beaucoup travaillé sur le contact tracing. Donc on a fait moins de dossiers de lutte contre la fraude. Et puis, on a aussi, à la demande de l'État et de façon tout à fait légitime, considéré que le sujet était à la crise sanitaire et pas nécessairement au contrôle et à la lutte contre la fraude pendant cette période de crise. Mais vous voyez que le très gros de nos préjudices se font sur les infirmiers, tout simplement parce que la nomenclature des infirmiers est d'une grande complexité et que c'est facile, je pense, pour les infirmiers, malheureusement, de se tromper. Et donc, du coup, nous, quand on lance des contrôles sur les infirmiers, malheureusement, souvent, on trouve des erreurs. Vous voyez que pour les médecins, on est sur comparativement infiniment moins d'anomalies. Les 50% des anomalies que l'on a, c'est vraiment des erreurs de cotation. Donc, c'est majoritairement ça. On a quand même 20% d'actes fictifs. Et ça, c'est de la fraude. Donc, voilà. Ça moi, ça me convient pas trop, je vous le cache pas. Vous voyez les médecins spécialistes et vous voyez qu'on a mis les chirurgiens plasticiens à part, parce qu'en fait, c'est un contrôle très spécifique sur la chirurgie plastique, où on travaille en fait à s'assurer qu'on rembourse bien des actes qui sont de reconstruction, de réparation, et pas des actes de chirurgie plastique qui ne sont pas remboursables. C'est tout ce que je voulais vous dire là. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on ait un peu de temps pour échanger. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. J'ai une question par rapport au SAS. Quand un patient nous est adressé par le SAS, est-ce qu'on peut coter G plus MRT du coup ?
Non. Non, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Ça a été demandé, hein, ça a été dans le cadre de la négo, c'est vraiment ce qu'on avait demandé. Et ça a été vraiment un point fort, mais le directeur de l'assurance maladie voilà, ne souhaitait vraiment pas faire une valorisation des actes à la limite, on va dire facile. Ce serait donc 40 € de façon beaucoup plus importante que des actes classiques, première chose. Et deuxièmement, ça a été calculé en termes de volume. Voilà, c'est en fonction du nombre d'actes. Et vraiment, dans le cadre du SAS, c'est encore assez balbutiant. C'est complètement imparfait et on va y revenir. Voilà, donc ce serait trop compliqué de vous en parler. Mais non. Bonjour, Jérôme, interne de médecine en 5e semestre. Moi, j'avais une question par rapport aux erreurs de prescription qui parfois font assez peur. J'ai bien compris que quand il y avait une erreur, qu'elle soit volontaire ou non, la sécurité sociale récupérait l'indu. J'ai un exemple récent d'une situation prescription de bons de transport itératif totalement de bonne foi en pensant pas faire d'erreur. Un médecin qui s'est retrouvé avec une somme à rembourser de 40 000 € sous 2 mois. Je voulais savoir ce qui se passait dans ces cas-là, sachant qu'en plus c'était pas volontaire. Alors effectivement, là on a essentiellement parlé de la partie cotation de vos honoraires. Il peut y avoir effectivement des contrôles sur la partie de vos prescriptions, puisque vous êtes prescripteur et vous êtes donc responsable de celle-ci. Et de fait, on se retrouve à avoir une exigence vis-à-vis de vous, puisque vous êtes responsable de cette prescription. Lorsque vous avez, alors je ne connais pas le détail, mais j'imagine que sur une prescription de transport en série, le prescripteur avait oublié de faire la demande d'accord préalable. Je suppose que c'est ça le sujet peut-être. Effectivement, il peut du coup, la caisse peut effectivement se retourner vis-à-vis du prescripteur en disant c'est pas bon. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et vous avez du coup généré pour la caisse primaire des remboursements à tort. Alors, rembourser sous 2 mois, c'est toujours discutable, hein, puisque nous, on fait, pour le coup, on a une procédure un peu comme les impôts, où on accompagne un maximum pour que mettre le couteau sous la gorge des professionnels de santé, hein, sur la partie de remboursement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut se produire. Il faut vraiment que vous soyez... pensez transport, pas en bon de transport, mais en prescription de transport. Vous avez des référentiels de prescription des transports. Pour être clair, le transport, en gros, c'est non remboursable, sauf... Et c'est presque ça, la réglementation du transport. C'est très encadré. Parce que, comme vous l'a dit tout à l'heure le docteur Boyard, ça coûte vraiment cher. Et donc, voilà, faut que vous ayez cette attention aussi sur votre partie prescription. Du coup, j'ai une question aussi par rapport notamment à la complexité des actes, enfin des cotations. Je voulais savoir s'il y avait, pourquoi en fait c'est aussi complexe. Est-ce que c'est pour faire des statistiques, notamment pour les infirmiers où c'est complexe. Je voulais savoir pourquoi par exemple vous ne faites pas une cotation C1,70 comme ça a été fait pendant le Covid pour justement valoriser les actes qu'on estime nécessaires. Alors, je participe, moi, aux négociations conventionnelles. Donc, je vais essayer de donner une réponse vue de ma fenêtre, vue de ma caisse primaire. Plus on demande à être en capacité d'avoir des actes qui sont
qui tiennent compte en fait de la complexité de la vie. Voilà, pour être clair. Là, en fait, on tient compte du handicap, on tient compte de l'âge des patients, on tient compte de situations en fait que vous devez prendre en charge et qui ne sont plus une visite et une consultation de référence, qui nécessitent en fait un temps de votre part qui est plus important, un poids administratif aussi plus important et qui mérite d'être valorisé. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une C, enfin la nomenclature, c'est un acte, donc C, G, V, enfin voilà, et derrière, il y a une valorisation. Si je dis enfin, puisque ça fonctionne comme ça, si je ne suis pas capable du coup de valoriser, par exemple, la consultation MDPH, je vais vous payer, moi, 25 €, là, c'est point, basta. Or, il se trouve que non, vous avez une vraie démarche, un vrai travail particulier pour monter le dossier MDPH, et par conséquent, c'est normal que vous ayez une majoration qui y soit associée. Cette complexité, elle va aussi avec le fait qu'on cherche justement à mieux valoriser l'activité que vous réalisez. Tout à l'heure, le docteur Bayard disait comment dire, la discussion CNAMienne, enfin la façon dont Kessiem, dont on parle, mais la CIM 10, c'est pas Kessien, c'est quelque chose que vous utilisez. La CCAM, quelque part, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on se pose la question en fonction des différentes situations, des différents actes que vous réalisez, de classifier et d'organiser derrière un financement qui est assorti sur la nomenclature générale des actes, donc toutes ces nouvelles consultations complexes, visites longues, etc. On essaye aussi justement de valoriser la spécialité médecin généraliste, et attention à ce que vous demandez. Si vous demandez à ce qu'on soit plus simple, vous n'allez pas obtenir cette valorisation de la complexité de votre activité. Alors, je rajouterais qu'effectivement, c'est trop complexe. C'est clair qu'une négociation, c'est le fruit d'une négociation. Il y a plusieurs partenaires autour de la table. Il y a des syndicats de médecins généralistes uniquement comme nous, mais il y a aussi des syndicats de médecins généralistes et de spécialistes. Donc chacun s'y retrouve. Et de l'autre côté, l'assurance maladie qui essaye d'avoir une visibilité. C'est une question d'enveloppe. Il y a une enveloppe au départ, il faut rentrer dans l'enveloppe. Et il est certain qu'une CCP qui fait de 15 à 18 ans, or on fait des premières consultations de contraception après 18 ans ou des premières consultations de prévention et de consultation de contraception avant 15 ans. Mais après, c'est une question de volume et d'enveloppe dans laquelle il faut rentrer. Donc, c'est clair que nous, notre objectif, de toute façon, pour la prochaine convention, c'est de simplifier les choses. Parce que moi-même, qui suis une syndicaliste engagée, qui participe aux négociations conventionnelles, je me dis, mince, t'as pas coté ça, mince, t'as pas coté ça. Et pourtant, je vous dis côté. Mais en fait, quand on est pris dans le flux de la consultation, je fais du suivi d'obésité de l'enfant, les 3/4 du temps, j'oublie. Donc maintenant, je me dis, ça, vraiment, il faut le faire. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, d'un côté, on a je dirais, d'une certaine exigence au niveau des caisses et qui a besoin de voir et d'identifier. Il y a une question de volume et d'enveloppe. Et de l'autre côté, il y a aussi des syndicats qui doivent trouver un terrain d'entente pour signer cette convention. Mais effectivement, vous avez raison, c'est trop complexe. Mais si on met tout, certains syndicats demandent à ce qu'on mette la consultation à 30 €, toutes les consultations à 30 €. Voilà. Est-ce que ça, vraiment, c'est la solution? Ça va faire un volume énorme. Quand on a augmenté la consultation de 2 € lors de la précédente consultation, puisqu'on voulait une équité entre la médecine générale et les autres spécialités, on a augmenté de 2 €. Ça a mangé la moitié de l'enveloppe. Ça a été 500 millions d'euros d'emblée. On a encore 5 minutes. Question, Madame Mata, vous avez annoncé sur les visites en EHPAD un remboursement de visite. Il me semblait que normalement, depuis l'avenant 7, c'était C'est 3 3. visites remboursées. Oui, D'accord. toutes mes excuses, Pas de souci. effectivement. Merci.
Bonjour. Je me posais la question pour les MCG, G plus MCG. Est-ce qu'il faut faire nécessairement que le patient habite hors département ou on peut le faire même pour des patients viennent d'autres médecins traitants du même département? Oui, enfin, on peut faire normalement dès lors qu'il y a une coordination. La question, c'est toujours c'est pas tranché complètement. C'est effectivement hors résidence, donc c'est-à-dire plutôt hors département. Après, bon, ça s'est un peu assoupli lors de la dernière convention en disant dès lors que il y a un retour vers le médecin traitant, mais voilà. J'aurais du mal à me prononcer finalement parce que si on est dans un périmètre trop proche, ça peut donner lieu à une certaine forme d'abus. C'est toujours pareil. En fait, ce que disait Madame Mata, c'est qu'en fait, dès lors que vous allez sortir des statistiques, on va venir vous contrôler. Mais dès lors que on vient vous contrôler, vous pouvez justifier de ce que vous avez fait. Effectivement, si vous êtes dans le nord du département et vous voyez quelqu'un dans le sud du département, mais de façon exceptionnelle, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une MCG, c'est clair. Voilà. C'est toujours pouvoir justifier, pas sortir des clous. Si vous faites plein d'ALQP 003, on a eu des collègues qui se sont fait retoquer parce que chacun faisait une ALQP 003 par médecin, par patient, par ceci, par cela. Forcément, leur taux d'ALQP, il est monté en puissance et donc du coup, la caisse est venue en disant bon, mais qu'est-ce qui se passe chez vous quoi, parce que vous faites 3 fois plus d'ALQP 003. C'est question de délit statistique en fait, parce que eux, ça fait c'est le radar informatique qui dit oh, attention, il y a trop de VL là, il y a trop d'ALQP. Mais après, la MCG, c'est dès lors qu'on est donc sur quelque chose de ponctuel. Hein, c'est pour éviter les histoires de compérage, je t'envoie, je me renvoie, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait défendable. J'ai dit hors résidence. Mais voilà, dans une certaine, il faut limiter la proximité. C'est sûr que si je vois un patient dans le cadre d'un médecin qui ne le voit pas, qui n'est pas là, qui n'est pas présent, et que moi je le vois à sa place, est-ce que je peux coter la MCG? Ça va être un peu compliqué, quoi, parce que et ce serait logique en quelque sorte, parce que quelque part, c'est ça qui pourrait faire le lit des soins non programmés. C'est-à-dire, mon collègue n'est pas là, je le prends, nous, on serait plutôt favorable à ce genre de choses, mais je crains que ça passe pas. Mais je crois que c'est peut-être aussi une des pistes. Bonjour, moi je représente le syndicat des jeunes généralistes installés et remplaçants et ma question est assez simple. Comment font les remplaçants qui ne sont évidemment pas conventionnés? Comment on fait pour les conventionner et comment on fait aussi pour qu'ils aient accès à Amélie Pro? Quand on remplace, on n'a pas accès à Amélie Pro. Et comment on peut améliorer les choses pour qu'ils puissent faire de la télétransmission d'arrêt de travail et compagnie? Peut-être pas le lieu, je sais, mais j'en profite. Alors effectivement, pour l'instant, les médecins remplaçants ne font pas partie des médecins conventionnés. Et par conséquent, pour nous, caisse primaire, en fait, on ne vous connaît pas. On ne vous a pas du tout dans nos fichiers. Donc celui que l'on connaît, c'est le médecin que vous remplacez. Et c'est auprès de lui, effectivement, qu'on va effectuer le remboursement des honoraires. C'est lui qui trouvera dans son Amélie Pro l'ensemble des informations concernant sa patientèle. Pour le moment, les médecins remplaçants ne sont pas pris dans ce cadre-là. Je ne peux pas vous répondre plus loin que cela. Je sais que c'est un sujet qui a particulièrement été visible là, suite à cette crise sanitaire, parce que vous avez été vraiment sur le front, notamment dans les centres de vaccination et les centres de dépistage. Et donc, je pense que c'est probablement un sujet qui va être mis sur la table. En tout cas, j'imagine que ça fait partie de vos actions, de votre démarche. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Merci. Pour compléter, je dirais qu'en fait, jusqu'il y a quelques années, le statut de remplaçant n'était pas vraiment identifié comme un statut, et on voit bien à quel point aujourd'hui il y a un pool de médecins qui restent des médecins remplaçants. Donc effectivement, la question se pose vraiment en ce terme-là. Il y a des médecins installés et il y a aussi un pool de médecins remplaçants dont on a absolument besoin. Et qui font complètement partie du système de santé, et cette crise sanitaire l'a bien montré.
Et ça serait chouette qu'à un moment, que ce pool, en tout cas de médecins remplaçants, soit reconnu par les institutions. Et je trouve ça dommage que vous dites que la CNAM, ils connaissent pas les médecins remplaçants. On vous a pas dans nos fichiers parce qu'en fait, comme on n'a que les médecins qui s'installent. Dans les fichiers, vous les avez, ils sont inscrits en tant que PAMC, donc vous les avez dans Non, les alors fichiers. je suis pas assez précise. Les fichiers qui nous permettent, nous, derrière, de mettre en place le système de remboursement dans nos fichiers informatiques, ce sont uniquement les professionnels de santé qui se sont installés sur notre département. Oui. Et c'est cela que, en fait, aujourd'hui, c'est les seuls que j'ai dans les fichiers et qui me permettent derrière de faire la mise en place des remboursements. Bien sûr que vous êtes visible et connu, notamment au Conseil de l'Ordre, puisque normalement vous êtes inscrit. Donc ça, bien évidemment, vous êtes visible de ce point de vue-là. Mais pour une caisse primaire aujourd'hui, vous n'êtes pas visible au sens où malheureusement, comme le seul moyen de rentrer dans les fichiers de l'assurance maladie, c'est de s'installer dans un département. Pour le moment, cette problématique-là, elle est encore devant nous. Bien, nous allons terminer. Donc, je vous remercie, Dr Bayard et Madame Mata, pour vos interventions intéressantes et enrichissantes. Merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette boîte à outils. On se retrouve dans cet amphi après la pause pour un nouveau Flash Actu. À tout à l'heure.